Bonjour, on est vendredi le 5 avril 2013 et je vais vous montrer un objet. Voilà, attendez, voilà l'objet, le post, info, buzz, débat. Voilà, le post n'existe plus. D'une certaine manière, le Huffington Post a pris sa succession. Mais j'ai ce gobelet? Eh bien, la raison, c'est la suivante, c'est que en 2010, en janvier 2010, eh bien, le blog de Paul Jorion était numéro 4 dans les blogs politiques qui montent. Alors, vous savez, d'habitude, on est classé comme blog économique et financier. Mais là, le Post avait fait un hit parade avec les 10 premiers de ce qui leur paraissait les blogs intéressants. Et alors, pourquoi est-ce que j'y pense? Parce que le numéro un ce jour-là, c'était le blog de Monsieur Pierre Moscovici. Le numéro 2, c'était celui de Monsieur Edwy Plenel. Le numéro 3, je dois avouer que je ne me souviens plus. Et le numéro 4, c'était nous, c'était votre serviteur. Voilà. Alors, est-ce qu'on est toujours un blog politique qui monte, ou bien qui est monté, ou qui est toujours dans les premiers, je ne sais pas. Ce classement n'existe plus. Mais c'était intéressant parce que voilà, c'était en janvier 2010, c'est donc il y a un peu plus de 3 ans. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées parce que tout ça se retrouve dans l'actualité. On ne savait pas comment les choses allaient évoluer, mais elles évoluent et elles évoluent rapidement. On est de nouveau dans une période où les choses s'accélèrent et l'audience du blog sans récent, c'est remonté, ça remonte vraiment très très fort. Il y a des plateaux. Quand le CAC 40 monte, bien les gens qui nous regardent, ça baisse un peu. Et bon, quand il y a des événements qui sont non seulement, je dirais, dans la série noire des événements financiers, économiques, mais en plus, bien entendu, quand ce sont des choses que j'ai prédites, l'audience, la renommée du blog augmente. Alors, je mentionne les choses que j'ai prédites. Alors, vous vous souvenez peut-être, on parle depuis 3 semaines, on parle de Chypre. Enfin, le blog ici, évidemment, on parle depuis beaucoup plus longtemps. On savait que c'était une affaire qui allait mal tourner d'une manière ou d'une autre. Mais depuis 3 semaines, on en parle comme d'une activité chaude. Et vous vous souvenez ce que j'ai dit tout au début, j'ai dit, ça va provoquer la contagion dans l'ensemble des paradis fiscaux. Et j'y voyais comme... et vous avez réagi d'une certaine manière. Bon, il n'y a plus de commentaires, mais je reçois des mails, il y a de l'information qui vient quand même sur des réactions, il y a de l'écho. Et vous aviez réagi de manière assez négative en disant mais qu'est-ce que ça a à voir? Non, au contraire, regardez, au contraire, les paradis fiscaux font la queue vis-à-vis, se présentent en masse vis-à-vis des gens qui vont perdre de l'argent à Chypre et ils proposent leurs services, etc. Et à l'époque, je ne connaissais pas, je ne savais pas qu'avait lieu en parallèle cette recherche sur des données faites par un ensemble de journalistes à travers le monde. Je ne savais pas que ça se passait, mais je prévoyais quand même qu'il y avait là un très mauvais coup, très mauvais coup pour les paradis fiscaux dont ils ressentiraient le choc. Pourquoi? Parce qu'on on s'attaque à un tabou. Bon, avec l'histoire de Chypre, on s'attaque à deux tabous. Le premier tabou, c'est celui des gens qui pensent à leurs petites économies et qui considèrent que les gouvernements seront toujours de leur côté et qui se sont aperçus que même bon, si l'affaire a tourné relativement bien pour les petits déposants à Chypre, que les gouvernements, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne lorgnent quand même leurs économies et que, comme vous avez vu, on coupe les cheveux en quatre, on dit oui, mais lever une taxe sur des dépôts sur les comptes en banque, c'est pas du tout la même affaire que d'une banque qui fait faillite. Et là où il faudrait garantir l'argent qui est sur les comptes, c'est toute autre affaire, etc. C'est une taxe comme une autre, etc. Bon, finalement, les gens qui avaient moins que 100 000 euros sur leur compte à Chypre s'en sont bien sortis. Et ceux qui avaient des comptes dans les deux principales banques de Chypriote, ils s'en sortent beaucoup moins bien. Celles qu'on protège un peu, ils perdront sans doute 40% de l'argent qu'ils avaient là. Celles qu'on protège un peu moins bien, ils perdront 80% de la somme. C'est quand même très très important. Alors ça, c'était un aspect. Mais l'autre aspect, l'autre tabou qui avait été brisé, qui avait été rompu, c'est
c'est cette histoire de, justement, c'est qu'on s'en prend à des gens qui ont de l'argent dans des paradis fiscaux. C'est pas, les paradis fiscaux semblaient super protégés. Il semblait que rien ne leur arriverait jamais si, bon, des discussions, des pressions faites par d'autres pays, dites-nous exactement qui sont les plus grands fraudeurs de notre nation et échangeons d'informations à ce sujet-là. Et comme vous le savez, bon, il y a eu cette initiative du G20 de dire il faut absolument lever le secret bancaire, il faut éliminer les paradis fiscaux. L'OCDE avait fait une liste et petit à petit on avait éliminé pratiquement tous les noms sur cette liste simplement parce que ces pays avaient promis de répondre à des questions qu'on poserait éventuellement sur des gens particuliers, c'est-à-dire dont il fallait d'abord trouver les noms, des gens particuliers à propos de qui on pourrait poser des questions et les choses évolueraient de cette manière-là. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait déjà avoir un dossier complet sur telle ou telle personne pour pouvoir poser une question qui ait un sens. Comme on l'a vu, M. Moscovici, dont j'ai parlé tout à l'heure, dont j'ai mentionné le nom tout à l'heure, a posé une question à propos de M. Cahuzac en Suisse par ce biais-là, c'est-à-dire d'accords bilatéraux de fournir de l'information. Et la question avait été posée de telle manière, de telle manière que rien n'était visible en surface. Bon, ce qui veut dire que rien n'apparaissait véritablement, rien n'avait véritablement changé, les noms avaient disparu simplement de la liste faite par l'OCDE sans que ça ait la moindre implication. Alors, comme on le sait, comme je l'ai répété ces jours derniers, comme j'ai eu l'occasion de le dire devant cette commission à l'Assemblée nationale, si on voulait vraiment régler cette affaire de paradis fiscaux, c'est très simple. Comme quand on veut faire un blocus financier vis-à-vis de l'Iran, on interdit aux chambres de compensation, on interdit à ces organismes qui font circuler de l'information relative aux opérations financières, on leur dit vous ne communiquez plus avec tel pays et c'est terminé. Le problème, dans ce cas-ci, bien entendu, c'est le suivant, c'est que 70% de ces activités qui ont lieu dans les paradis fiscaux sont dirigées d'une manière ou d'une autre à partir de la City de Londres, et que si on bloquait, si on disait voilà, on empêche la circulation d'informations avec les îles britanniques, avec Jersey, Guernesey, avec les îles Caïmans, avec l'ensemble de cette constellation qui correspond encore plus ou moins à l'ancien empire britannique, si on interrompait les communications avec ça, c'est l'ensemble du système financier qui s'arrêterait. Donc on ne peut pas le faire, on peut pas le faire. Too big to fail, too big to interrompre les communications avec les paradis fiscaux. C'est le système, c'est en fait, et je l'ai dit l'autre jour, c'est le cœur même du système, ces paradis fiscaux. Alors maintenant, on en parle beaucoup. Il y a cette action qui avait été, cette action parallèle qui a été faite par les journalistes. Ils sont un peu, on appelle ça offshore leaks. Offshore, donc, c'est-à-dire ce qui se trouve à l'extérieur, ce qui se trouve en dehors des frontières, mais ce n'est pas véritablement en dehors des frontières. L'île de Man, Jersey, Guernsey, ça fait partie de la Grande-Bretagne à titre véritablement, ça fait partie même du territoire, même si ces territoires-là ont des statuts un petit peu spéciaux pour des raisons historiques. Alors, on peut pas, on peut pas. Alors on va voir. Wikileaks, bon, Monsieur Assange, il passe un mauvais quart d'heure en ce moment. Monsieur Manning passe un très mauvais. Monsieur Bradley Manning, le sergent américain qui a vendu la mèche, passe un très mauvais quart d'heure en ce moment. Un réseau de journalistes, bon, c'est peut-être mieux protégé. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire exactement? Je ne sais pas, je ne sais pas. Avant-hier, Le Monde me contacte, me dit est-ce que vous pouvez faire une tribune libre sur le sujet? Je connais bien Le Monde, je fais des chroniques pour le monde Économie. Je dis bon, je fais ma chronique. On avait promis hier soir une liste de 130 personnes. La liste n'a pas été diffusée. Alors l'explication du Monde, c'est que c'est parce que ce sont des notables de province, on ne peut pas vraiment mentionner leur nom parce que c'est le style Rotary, etc., etc. C'est pas vraiment, ce serait livré, bon, je paraphrase, c'est livré à la vindicte publique des gens qui finalement, bon, quand même, etc. Bon, alors on livre quelques noms, ce qui va se passer probablement parce que chaque journal qui est lié à ce projet, qui appartient à un pays en particulier, s'intéresse d'abord à ses ressortissants et va sans doute faire le tri des noms qu'on diffuse. Mais ça ne veut pas dire
que le Guardian ne va pas être, je dirais, plus généreux en mentionnant les noms des, euh, des contrevenants français, que la France ne décidera de le faire. S'il y a des gens, s'il y a des sujets britanniques, il est probable que le monde se sera plus libéral à mentionner leur nom que ne le serait le journal du Guardian éventuellement, et ainsi de suite. Bon, c'est une hypothèse que je fais. Alors, je crois que ces noms vont finir par vont apparaître en surface. Chacun va vouloir protéger un petit peu ceux qui ne vont pas, veulent pas trop enfoncer. Mais enfin, à partir de maintenant, je crois que l'information va circuler. Il y a aussi un tri qui est fait, il y a une sélection, parce que les données qu'on a trouvées, ce sont des comptes qui étaient plus spécialement liés à des personnalités asiatiques. Alors, maintenant, je veux dire que c'est la grande foire à l'information, c'est la grande foire à la disparition de l'opacité. Euh, je crois que ça cessait d'être contrôlable. Comme je l'avais dit, bon, je l'ai dit, je viens de le dire tout à l'heure, moi je n'étais pas au courant de cette enquête qui était en train de faire, mais il y a un climat qui était en train de s'instaurer de toute manière, que juste là, cette protection vis-à-vis des paradis fiscaux était en train de disparaître. On envoyait un signe dans cette affaire de Chypre. Alors jusqu'où peut-on aller? Ben, il y a la raison d'État, derrière pas mal d'opérations qui passent par ces paradis fiscaux. Là aussi, et je crois que c'est ça qu'on voit déjà apparaître, une sorte d'autocensure de la part des organes de presse vis-à-vis de ces informations. Ils vont se dire aussi qu'ils ne peuvent pas faire du Wikileaks simplement. Ils sont pas dans une démarche libertaire. Ils ne sont pas dans une démarche de faire la transparence totale sur la manière dont nos systèmes politiques, financiers, économiques fonctionnent. Et donc, il y a déjà un petit peu, ce que je perçois un petit peu déjà de la machine arrière. Euh, Selon quel principe? Bon, moi je vous l'ai dit, moi, je suis chroniqueur au Monde. On me demande de faire une chronique là-dessus, bon, je le fais. Mais quel est le principe? Quel est le principe de sélection qui va jouer dans la liste des 130 qui avait été là? Et la liste des 130, bon, le calcul est vite fait, hein. S'il y a 1000 milliards d'euros qui échappent au contrôle dans l'Union européenne et qu'on ne mentionne encore jusqu'ici que 50 pour la France, ça veut dire qu'il y a encore des noms, il y a encore des choses qu'on ne sait pas. Ils viendront sans doute d'autres sources que celles qui sont centrées sur l'Asie et ainsi de suite. Mais ce qui me semble, c'est que maintenant le processus est devenu un petit peu, le processus de divulgation est en train de devenir un petit peu incontrôlable. C'est une bonne chose pour M. Manning, c'est une bonne chose pour M. Assange, parce que ça remet leurs affaires, je dirais, en contexte et de montrer que si effectivement, si le public, si l'opinion publique maintenant réclame qu'on donne ces noms, qu'on explique comment ça marche véritablement, ils vont en bénéficier aussi. On le voit, il y a une enquête, un sondage d'opinion dont j'ai vu les chiffres hier dans Le Monde. Les gens réagissent, les gens normaux, c'est-à-dire les gens qui payent des impôts parce qu'ils ne parviennent pas à y échapper ou n'ont pas envie d'y échapper ou parce qu'ils sont des citoyens simplement ordinaires et parce que les lois, justement, parce qu'eux, ils sont territoriaux et que toutes ces choses qui peuvent être déterritorialisées, c'est pas leur affaire. Les gens disent pourquoi est-ce que j'irais payer des impôts maintenant quand je vois que tous ceux qui ont des sommes véritables sur lesquelles ils pourraient payer des impôts, que tout cela y échappe d'une manière ou d'une autre, que c'est un système à deux vitesses. Alors, bien entendu, on le savait, et là j'insiste, bon, j'ai repris cette idée de M. John Kenneth Galbraith, qui dit ces choses-là qui apparaissent devant les crises, en fait, on les sait tous, de manière subliminale ou autrement, mais comme on voit que chacun a ses affaires, quand ça marche bien, bon, on s'en préoccupe pas trop. Mais justement, quand les choses vont mal, à ce moment-là, on voudrait comprendre comment ça marche véritablement et pourquoi on est, nous, toujours le petit qui se fait coincer, le petit qui doit payer, que quand des paris sont faits par des grosses banques pour des gros clients et que ces paris sont perdus, pourquoi est-ce que c'est nous qui devrions payer pour ça? Ça n'a rien à voir avec l'économie réelle, ce sont des sommes démultipliées, on l'a vu dans l'affaire qu'on s'appelait le cas Abacus de Goldman Sachs. Ce sont des paris qui sont faits entre des gens très fortunés. Il n'y a pas de raison que les citoyens ordinaires qui payent des taxes alors qu'eux n'en payent déjà pas, il n'y a pas de raison que lui règle l'ardoise de ces paris qui ont été perdus.
Voilà. Alors, ben, c'est pas terminé. Tout ça fait partie maintenant d'un processus de déliquescence généralisé. Ça a d'abord été la finance, puis ça a été l'économie. Maintenant, c'est la finance qui entraîne le monde politique à sa suite. On nous dit le Front National en France va bénéficier de ça. Non, pas nécessairement non plus, parce on voit bien, dès qu'on parle de ça, on parle aussi immédiatement des comptes en Suisse de M. Jean-Marie Le Pen. On voit apparaître que M. Cahuzac, c'était des amis à lui au GUD. Je ne sais pas comment il arrivait à avoir des amis au GUD, mais enfin bon, il les avait apparemment, qui lui ouvraient des comptes en Suisse, et etc. C'est ce monde politique du sommet dans son ensemble, qu'il soit de gauche, d'extrême gauche, de droite ou d'extrême droite. Tout ça, c'est la même affaire. Tout ça, c'est toujours les élites qui essaient d'échapper au système de solidarité qui joue au sein des nations, qui essayent d'y échapper. Et le fait qu'ils soient d'un bord ou de l'autre ne fait aucune différence. C'est une attitude, c'est l'attitude d'un certain milieu, d'une certaine partie de la population qui estime que parce qu'elle a de l'argent, peut échapper au fonctionnement normal de la société, peut échapper aux lois, faire les choses de la manière dont elle l'entend. Voilà, comme je dis, on en reparlera. Pour aujourd'hui, vendredi, c'est terminé, mais c'est une affaire à suivre, ça c'est certain. Alors à très bientôt.